Ben, merci beaucoup, merci à vous et merci à tout le public d'être venu si nombreux. Alors on est là effectivement pour célébrer un artiste, des artistes les plus importants du continent africain, tant au niveau de son œuvre cinématographique que littéraire. C'est un autodidacte, Sambène, il est né il y a exactement 100 ans, en 1923. Il est l'auteur d'une véritable comédie africaine. Et c'est quelqu'un qui est réputé pour son intransigeance, son caractère et ses engagements sociaux. Il est éminemment respecté, évidemment, de tout un continent, l'Afrique. Et son œuvre, pourtant, reste aujourd'hui assez peu diffusée. Ou en tout cas, elle a une diffusion qui est assez sporadique. Et c'est une chose qu'on aimerait souligner aujourd'hui. On va rendre hommage à un auteur dont l'œuvre naît ici même. Alors je parle de Marseille, mais je parle spécialement du quartier, parce que Sambène a habité Belzunce, et puis son premier roman, Le Docker Noir, se situe en grande partie à Belzunce. Donc il y a vraiment un intérêt historiographique qui est assez important, et on va s'intéresser donc à ces deux histoires qui sont méconnues. L'histoire de son propre séjour à Marseille, qui a quand même duré 14 ans, de 1946 à 1960. Les Marseillais et les Marseillaises aujourd'hui reconnaissent l'œuvre de Mackay. Mackay n'est resté que 4 ans sur le port. Sambène y est resté 14. Et à travers son histoire, on va s'intéresser aussi à celle de beaucoup de travailleurs coloniaux, marins, ouvriers sur le port, tirailleurs. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais présenter un petit peu les invités. On est tout un groupe à travailler sur Ousmane Sambène, ou Sambène Ousmane, on verra, c'est un peu le dilemme. Il y a les deux, vous verrez d'ailleurs sur ses livres qu'il signe parfois Ousmane Sambène et parfois Sambène Ousmane. Alors, on a Monique Giraud à côté de moi, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors Monique, c'est assez particulier, je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'elle va raconter l'histoire, mais elle a connu personnellement Sambène à Marseille. Hein, elle a été, c'est la fille des logeurs de Sambène Ousmane, rue Sylvabel. Voilà. Valérie Berti, qui est professeure de littérature et de cinéma à la New York University à Paris, et qui est une spécialiste de Sambène Ousmane. Elle a écrit l'ouvrage, voilà, que voici, Sambène Ousmane, Un homme debout, aux éditions Présence africaine, donc l'éditeur historique de Sambène Ousmane et l'éditeur de la version poche, hein, du Docker Noir. Voilà. Et donc Anaïs Hénon, qui est comédienne, spécialiste dans les voix off, et qui est une grande spécialiste de la lecture. Elle a déjà donné corps à des fragments de livres de Sambène dans des émissions radio. Et aujourd'hui, elle va prêter sa voix donc, à certains passages du Docker Noir et autres. Voilà. Donc on va vous parler de cette aventure, de cette réédition du premier roman, qui n'est pas qu'une réédition du Docker Noir. Vous verrez, on a fait un travail d'enquête sur la présence de Sambène Ousmane, mais aussi sur ce qu'il a écrit à Marseille. Il n'a pas écrit qu'un roman, il en a écrit 3, et il a aussi publié des poèmes, et puis il y avait aussi des choses chez les gens, enfin, etc. On va vous parler de ça. Et puis je vous présente aussi donc, le consul du Sénégal, hein, monsieur Abdourahmane Koïta, qui nous fait l'honneur de sa présence, et je vais, avant de prendre la parole, lui laisser le micro, voilà, pour qu'il nous parle un petit peu de Sambène Ousmane, si ça vous va. Je vous le passe. Merci pour la parole. Il est vrai que donc, je suis avec le protocole, comme le protocole l'exige, donc avec la mairie. Je voudrais d'abord remercier donc, le comité du Vieux Marseille qui a pris l'initiative d'organiser un partenariat avec Alcazar, et remercier également le président d'honneur. Remercier la ville de Marseille qui, depuis très longtemps, accueille des Africains, des Sénégalais, et donc vraiment remercier les invités, les participants. Dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi de parler de Sambène parce que quand on parle de Sambène, c'est avec beaucoup de frissons. Sambène, on a du mal à le caractériser. Bon, il est né à Ziguinchor, au sud du Sénégal, il a grandi à Dakar.
Il a été maçon juste avant de venir en France. Il a été tirailleur sénégalais. Beaucoup ignorent ce passage de Sembène. D'ailleurs, j'allais dire Senghor. Senghor lui-même qui a été tirailleur sénégalais. Donc Sembène faisait partie de ces tirailleurs sénégalais. Après la guerre, en 1947, il est resté à Marseille. Jusqu'en 1960, vous l'avez si bien dit, autodidacte. Il est issu d'une famille pauvre. Il n'a pas été à l'école, très loin. Mais il a quand même écrit des livres. Donc, son premier livre étant Le Docker Noir. Il a été écrivain, il a été communiste, hein, dans le Parti communiste français. Il a été syndicaliste. Il a accompagné les Africains qui étaient en ce moment-là ici à Marseille par son esprit et surtout par son courage. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Sembène représente beaucoup de choses pour nous, Africains. Et au-delà du fait qu'il a écrit, mais il a été un grand cinéaste. Donc, Sembène, souvent, on pense qu'il est sénégalais, il est africain, il est français, il est marseillais, mais Sembène est un citoyen du monde. Lui-même, il se caractérise par cela. Donc, un grand cinéaste. Aujourd'hui, si le cinéma africain se porte à l'international, on peut dire que c'est grâce à Sembène. Donc, il a été pionnier donc, de ce cinéma-là. Et sa vision du monde était les rencontres. C'était un aventurier. Et donc, tout à l'heure, je le disais au président d'honneur, en parlant de Senghor, les Sembènes étaient des traits d'union entre l'Afrique et l'Europe, entre la France et le Sénégal. Eux, ils ont compris. Senghor parlait de civilisation de l'universel, du donner et du recevoir. Et je pense que Sembène a toujours vécu avec ce principe de vie et cette philosophie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un tournant historique. Il y a du repli sur soi, il y a des inquiétudes, il y a malheureusement des menaces terroristes, autres. Ce qu'il faudrait faire, il faut retourner vers le passé, vers ces grandes figures qui faisaient le trait d'union entre les peuples, entre les continents, entre les pays, et qui avaient ce discours rassembleur. Et ça, je pense que c'est ça qui doit, en tout cas, notre avenir dépend de cette capacité à pouvoir s'ouvrir. Donc nous, Sénégalais, pour nous, la France est un grand pays et cette grandeur réside dans sa capacité de s'ouvrir aux autres. Et c'est pour cela que vraiment je salue cette belle initiative du comité du Vieux-Marseille et cette bibliothèque de référence culturelle qui nous reçoit aujourd'hui avec l'appui de la mairie. Vraiment, je voudrais remercier les uns et les autres, le conférencier, les invités, les distingués invités, dire que Sembène est un puits sans fond dans l'esprit. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre une porte, c'est l'univers. Donc, on parle du cinéma, on parle de l'écriture, on parle donc du tirailleur, mais jusqu'à présent, on ne parle pas de l'humain. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été généreux envers ses proches. Et c'est ce qu'il a essayé de faire quand il était ici pendant ces 14 ans. Donc, aujourd'hui, ce qui reste pour nous, Sembène, il fait partie de notre patrimoine culturel. Il fait partie du patrimoine culturel mondial. Donc, ne les oublions pas. Il y a quelque temps, nous avons fait la cérémonie du tirailleur sénégalais le 23 août, où la mairie nous accompagne, les autorités locales. C'est aussi pour regarder ce passé. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, tenir un discours avec un français à peu près clair, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour que nous soyons en vie. Et ne les oublions pas. Sembène fait partie de ces gens-là. Donc vraiment, je ne peux que magnifier cette belle initiative et dire encore, nous avons beaucoup à apprendre de ces hommes-là. Je vous remercie. Donc, je tenais à vous faire part, de la part de Benoît Payan, maire de Marseille, de l'importance à ses yeux de cette rencontre, de l'importance à ses yeux de ce type de rencontre et de ce type d'hommage, et plus particulièrement de l'importance d'Ousmane Sembène ou Sembène Ousmane, selon l'ordre dans lequel lui-même a hésité à signer ses œuvres. Il a effectivement été un tirailleur sénégalais en 1943 et de 1943 jusqu'à la libération, et c'est une expérience qui l'a marqué. Et quand il est débarqué à Marseille en 1946, je crois, il
Il est venu en France avec une haine profonde du colonialisme qui lui vient de cette expérience de tirailleur. Il a adhéré au Parti communiste, il a milité à la CGT pendant les 14 ans qu'il a passé en France. Et il a milité successivement pour l'indépendance du Sénégal, bien évidemment, mais avant pour l'indépendance de l'Algérie et avant encore pour l'indépendance de l'Indochine. C'était un homme de conviction et effectivement un homme qui s'intéressait au monde et pas seulement à son pays, mais à tous les pays dans un esprit d'indépendance et de liberté pour tous. Autodidacte, oui. Il a quand même fait ses classes, on va dire, dans pas mal d'écoles et de formations communistes, justement. Et il a étudié la réalisation à Moscou. Il est effectivement le premier réalisateur noir africain, comme il disait lui-même, à faire un métrage, à être récompensé, à avoir le prix Jean Vigo. C'est un cinéaste important. C'est un cinéaste important pour l'Afrique. C'est un cinéaste important pour Marseille, puisqu'il a quand même vécu 14 ans à Marseille. Et il est donc très important de situer aujourd'hui, à mon avis, cette œuvre, Le Docker Noir, qui est son premier roman, dans cette perspective d'un homme qui passe à Marseille et qui y trouve sans doute une part importante de son combat, parce que sa vie est un combat, et qui puise les sources de ses indignations, sur le fait d'être un homme noir en France et d'être traité comme il est traité, sur le fait que son pays n'est pas indépendant, etc. Mais il a continué cette indignation tout au long de sa vie, puisque, on le sait, son cinéma est un cinéma extrêmement social, extrêmement engagé. Sur la fin de sa vie, extrêmement féministe, puisque son dernier film, je crois, ou son avant-dernier film, parle assez concrètement de l'excision. C'est un homme de combat, et c'est aussi à ça que nous voulions rendre hommage, et c'est aussi pour ça que nous sommes particulièrement contents que cette rencontre ait lieu ce soir. Merci. Merci beaucoup Agnès et merci à monsieur le consul. Alors on va, pour commencer, je vais poser une question à Monique Giraud. Est-ce que tu peux nous raconter ce lien un petit peu particulier qui te lie à Sambène encore aujourd'hui? Bien sûr, je suis là pour ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de vous parler de Sambène, permettez-moi un petit aparté. La conférence d'aujourd'hui est l'une des activités régulières du Comité du Vieux-Marseille, qui en propose une chaque semaine à ses adhérents à son siège du boulevard Longchamp, et une fois par mois ici à l'Alcazar, qui est alors ouverte à tous. L'an dernier, un jour où j'étais de permanence à l'espace culturel de notre comité au Centre Bourse, passe M. Renaud Bouc et Armando Cox. Ils venaient remettre des documents en vue de la conférence dédiée à l'écrivain jamaïcain Claude McKay. Il se trouve que j'avais suivi l'intervention qu'ils avaient déjà faite au musée d'histoire sur cet écrivain. Les reconnaissant, je me suis permise de leur dire que moi, j'avais bien connu un écrivain sénégalais qui s'appelait Sambène Ousmane. Étonné, mais intéressé, ils me répondirent que cette année, justement, ils allaient organiser des rencontres hommages à l'occasion des 100 ans de sa naissance. Voilà les raisons de ma présence à ce micro. Si je n'avais pas assuré la permanence ce jour-là, je serais là, bien sûr, mais assise parmi vous. Je vais donc maintenant vous parler de Sambène. Dans les années 1950, mes parents tenaient un hôtel meublé situé au 49 rue Sylvabelle. Sambène en était un des locataires. Renaud, au cours de ses recherches, a d'ailleurs retrouvé du courrier envoyé à cette adresse. Un jour, 2 messieurs demandèrent à le voir. Il n'était pas là. Ils dirent à ma mère qu'ils étaient ses éditeurs et souhaitaient savoir si Sambène travaillait bien à l'écriture de son livre. Ma mère leur répondit
que ce dont elle était sûre, c'est qu'avant d'écrire, il devait surtout travailler pour gagner sa vie. Sambene devait 3 mois de loyer à mes parents qui lui en avaient fait crédit. La suite heureuse de cet entretien fut qu'il bénéficia d'une avance qui lui permit non seulement de régler sa dette, mais surtout de terminer l'écriture du Docker noir. Il nous en offrit un exemplaire dédicacé dont je n'ai jamais pu me séparer et que j'ai donné à Renaud. Alors, comme dédicace, il y avait marqué « À papa et maman Giraud et à la petite Monique, qui sera une grande vedette. » Je me souviens que le soir, lorsqu'il rentrait vers 21h, il s'arrêtait nous dire bonsoir. Mes parents étaient en train de souper, mon père travaillant tard. Moi, âgée d'environ 10 ans, j'étais déjà couchée dans le canapé-lit de la salle à manger, car ma grand-mère occupait ma chambre. À mes parents, qui lui demandaient s'ils voulaient prendre quelque chose, il répondait toujours « un verre de lait ». Il s'asseyait sur un coin du canapé et restait un grand moment. De quoi parlait-on? J'avoue que je ne m'en souviens plus. Un jour, il nous invita à manger chez lui un mafé, plat traditionnel du Sénégal, qu'il avait lui-même cuisiné. J'ai découvert ce jour-là que je n'aimais pas le goût de la cacahuète. Plus tard, mes parents ont quitté l'hôtel et acheté en 1960 un bar rue Lully. Un après-midi, une dame y entre, poussant un landau. En apportant la boisson commandée, ma mère regarde le petit garçon ou le petit bébé qui était dans le landau et s'exclame « Mais tu es le fils de Sambene ?» Et en effet, c'était bien lui. Connaissant maintenant le résultat des recherches effectuées par Renaud, je pense que la nurse de l'enfant n'était pas venue là par hasard. Et peut-être que Sambene avait gardé des liens avec mes parents. Voilà. C'est vrai, on l'a cherché depuis 8 mois avec Armando et on est tombé dessus par hasard parce que quelqu'un nous avait dit qu'effectivement les logeurs de Sambene habitaient encore Marseille et voilà. Donc ça a été un long travail de récupération de la parole aussi parce que le temps pressait. Sambene est né il y a 100 ans, les personnes qui l'ont connu aujourd'hui sont âgées. Donc il y avait aussi une urgence, au-delà de ce travail d'archives qu'on a réalisé, d'aller vers les personnes qui l'ont rencontré et on en a trouvé, mais on sait qu'il en arrive tous les jours et j'espère que dans cette salle, quelqu'un se manifestera après la rencontre. Voilà, donc on essaie de recoller un peu tous les morceaux, hein, mais effectivement, dans ce registre notamment de marins africains indemnisés ou non indemnisés qui datent de 54, on retrouve, hop là, je suis passé à l'archive suivante, la trace ici de Sambene Ousmane, hein, qui habitait déjà, c'est le seul d'ailleurs qui est en situation de travail, il est docker, hein, il habite au 49 rue Sylvabel. Voilà, il y a du courrier aussi. Voilà. Donc tout au long en tout cas de mon intervention, je vais essayer aussi de diffuser des archives qu'on a retrouvées notamment aux archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille. Hein, ça a été une longue recherche et le jour de l'épiphanie est arrivé quand on s'est intéressé en tout cas aux archives de la police. Voilà. On a cherché pendant longtemps dans les archives du Parti communiste, de la CGT, et puis on n'a pas trouvé grand-chose. Et c'est vrai que on avait oublié cette mine d'informations qu'est la police et les renseignements généraux, qui ont écrit une véritable petite biographie de Sambene. Voilà. Bon. Et donc, voilà, tout ce travail, on l'a mené avec Armando Cox, avec Catherine Ruel et avec Valérie Berti. Qui est ici et donc qui a écrit un livre sur Sambene et qui s'est intéressé à la relation notamment entre littérature et cinéma. Alors est-ce que Valérie, tu pourrais nous détailler, nous expliquer un petit peu cette relation particulière? Oui, tout à fait. Voilà, donc je me suis intéressée, j'enseigne la littérature et le cinéma et d'Afrique
en fait, et j'ai rencontré Saint-Ben il y a une vingtaine d'années en commençant à enseigner ses œuvres littéraires, et puis petit à petit, avec mes étudiants, on a découvert ses films, et à chaque fois, c'était un enchantement, une vraie découverte, et les étudiants, jusque maintenant, je continue à enseigner, découvrent Saint-Ben, et c'est toujours un grand moment d'émotion, de découverte, de questionnement, et d'ouverture sur le monde qui est intéressant et très stimulant. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, au fil des années, j'ai beaucoup enseigné Saint-Ben, ses œuvres de fiction et ses films. Et puis un jour, je me suis dit, j'ai envie de mettre par écrit. Et c'était ce livre qui est une étude de ses œuvres littéraires et cinéma. Et pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait, assez peu d'œuvres ont été écrites sur l'ensemble de ses œuvres. Samba Gadidjo a écrit une première biographie qui est très connue aussi et qui s'est un peu plus intéressée à sa vie personnelle. Voilà. Donc c'est vraiment sa première biographie. Moi, je m'en suis beaucoup inspirée, mais je ne me suis pas trop intéressée véritablement à sa vie. Je me suis beaucoup plus intéressée à ses œuvres, parce que je suis prof de littérature et de cinéma, donc c'est plus mon domaine. Et c'est vrai que Saint-Ben a écrit essentiellement des fictions, pratiquement que des fictions, et il a écrit pendant 50 ans 8 romans, 15 nouvelles, et il a réalisé 12 films. Donc c'est une œuvre colossale. Donc c'est pour ça qu'on continue, et c'est vraiment une œuvre. Et ce qui est la première chose qui est très intéressante et qui est presque unique, c'est qu'il est un écrivain qui a succès et un réalisateur également mondialement connu. Donc en fait, il a une double carrière. Il a réussi aussi bien en tant qu'écrivain que cinéaste. Il y a très peu d'artistes, écrivains ou cinéastes qui ont cette double carrière. Vous allez peut-être dire Rob Grillet, Marguerite Duras, mais ils sont quand même beaucoup plus connus pour leurs romans que pour leurs films. Pagnol, oui. Pagnol, on est dans le pays de Pagnol. Bon, il y en a certains quand même, Pasolini aussi. Donc assez peu ont pu mener de front cette double carrière. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a intéressé, ce double parcours. Il est certes aujourd'hui beaucoup plus connu comme cinéaste parce que le cinéma s'exporte beaucoup plus, touche beaucoup plus de monde, donc il est plus connu. Et donc moi, je milite pour aussi faire connaître ses œuvres. Au Sénégal, il est enseigné aussi comme écrivain, quand même. Mais voilà, donc ce double parcours. Et donc, ce qui est très intéressant aussi chez Saint-Ben, outre ce double parcours réussi, parce qu'en fait, il voulait, comme il le dit, ce sont ses propres mots, il voulait être un artiste africain. Il a commencé le Docker Noir, c'est 1956. C'était dans les premiers. Il voulait, comme il le dit, devenir un artiste africain. Il milite avec son art. Donc en 1960, au moment des indépendances, il est retourné au Sénégal. Il a abandonné sa nationalité française et il n'a plus fait de politique. Il n'était plus militant, mais il a milité à travers son art. Il était un artiste, toujours engagé socialement, mais il n'avait pas de carte politique. Et donc, il a fait du cinéma parce qu'il s'est rendu compte qu'en Afrique, le cinéma touchait beaucoup plus d'Africains, parce que la lecture en français touchait beaucoup moins de personnes. Donc il a voulu toucher son peuple et il voulait raconter leur histoire. Donc il dit que le cinéma est une école du soir pour les Africains. Il veut les éduquer, il veut les faire réfléchir, leur faire connaître leur histoire et leur patrimoine. Donc c'est très important pour Saint-Ben. Le cinéma, c'est un cinéma social, militant, pour les Africains d'abord, et puis aussi pour le monde entier, parce que ce sont des œuvres qui racontent un pays, un peuple, un moment, une histoire. Donc ça, c'est la première raison pour faire du cinéma, pour toucher un plus large public. Et puis aussi, il s'est aperçu qu'en fait, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire avec des mots littéraire, et que en fait le cinéma allait aussi lui ouvrir d'autres horizons. Et donc la deuxième raison pour laquelle il fait du cinéma, c'est qu'en fait il raconte
aussi avec des images. Et c'est vraiment pour être un artiste africain. Il fallait être connu, hein, il y en avait très peu, donc il voulait vraiment s'imposer. Et puis aussi un artiste moderne, parce que l'image des Africains à l'époque, on était vraiment juste après l'indépendance, il fallait être moderne. Et vous savez, jusqu'à Sarkozy, que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire, qu'ils sont restés cet tas d'enfants. Donc, en tant qu'artiste, Sambène, beaucoup plus tôt, en 1962, 61-62 pour Borom Saret, il s'est dit, si je fais du cinéma, je rentre dans la modernité. Donc c'était aussi un moyen de s'affirmer en tant qu'être africain, moderne, artiste. Donc il y avait tout ça chez Sambène qui était très, très, très important. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que aussi ce qui est unique, c'est qu'il a adapté pratiquement, alors je perds maintenant mais je crois 5 de ses romans en film. Donc il faisait des adaptations de ses propres romans. Donc, il ne l'a pas fait pour le Docker Noir, on ne saura jamais pourquoi, mais ses premiers romans, il ne les a pas adaptés. Les Bouts de bois de Dieu non plus, je pense que c'est parce que c'est trop cher, j'imagine, et trop vaste. Mais après, ces grands romans, Rala, Le Mandat, Guéloir et j'en oublie certains. La Noire 2. Et La Noire 2, le premier film de fiction. Donc on l'appelle le père du cinéma africain parce qu'il a fait La Noire 2 en 1966 et s'est inspiré d'une de ses nouvelles. Et c'est ça qui l'a propulsé comme cinéaste. Et donc, dernière chose, il adapte ses propres romans. Et donc ça, c'est comme je vous le disais, c'est que non seulement il parle avec des mots, mais en même temps, il raconte la même histoire, mais il dit des choses différentes avec des images. Et ça, c'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressée et je travaille sur la comparaison et la relation entre ces films et ces textes. En fait, qu'est-ce que les textes disent et que les films ne disent pas, et vice-versa. Et voilà, donc c'est une aventure de tous les jours et je suis ravie de participer à je dirais, à la connaissance de son œuvre, qui est mondiale et qui intéresse tout le monde. Merci. Merci Valérie. À défaut de vous offrir une adaptation cinématographique du Docker Noir, on va vous offrir une adaptation radiophonique avec Anaïs et Non. Donc, on a sélectionné certains passages du Docker Noir. Et puis on va vous proposer un petit temps de lecture. Ensuite, il y aura une petite intervention de ma part sur cette recherche et sur le Sambène marseillais, sur vraiment le Sambène de ces années 46-60. Et puis on finira avec une deuxième petite partie de lecture, voilà, à 2 voix. On rentre directement par l'archive. Ouais. On va vous présenter qui est Sambène grâce à la police, justement, comme je vous disais. Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet par un rapport des renseignements généraux. Sambène Ousmane, date et lieu de naissance, 8 janvier 1923 à Ziguinchor, province de Camanze, Sénégal. Filiation de Oussa et de Ramatoulaye Ndraye. Célibataire, appartient à la classe 1943, recrutement de Dakar, matricule 689, et a effectué son service militaire au 6e RAC, régiment d'artillerie coloniale, du 1er février 1944 au 1er février 1946. Docker professionnel, domicilié 49 rue Sylvabel, Marseille. Né au Sénégal dans une famille de pêcheurs, il a 8 frères et sœurs qui habitent tous en Afrique. Il a fréquenté l'école primaire durant 2 ans et en 1948, il est venu à Marseille où il a appris le métier de fondeur au centre d'apprentissage de la rue Bernard Dubois. Mais ce métier ne lui plaisant pas, il s'est fait embaucher comme docker sur le port. Ayant développé ses connaissances intellectuelles au contact d'étudiants africains, il a écrit des contes et des poèmes dans des revues estudiantines, ainsi que 2 romans qui ont retenu l'attention de la critique. La presse communiste, notamment, a fait une large propagande au sujet de la parution de ses livres qui classaient Sambène parmi les romanciers progressistes. À cette occasion, 2 réceptions furent organisées en l'honneur de ce dernier, le 27 octobre 1956 à la librairie La Renaissance et le 10 juin 1957 à la Marseillaise. Ses affinités avec le Parti communiste sont également apparues en plusieurs circonstances.
C'est ainsi que le 23 février 1957, à l'occasion de la journée des étudiants contre le colonialisme, la salle du Grand Cercle républicain ayant été refusée aux organisateurs, il s'est attaché à entraîner les manifestants vers la salle du colonel Fabien, salle communiste, cour d'Estienne-d'Orve, à seule fin, semble-t-il, qu'un embryon de réunion puisse se tenir. De même, en août 1957, il a demandé un visa à l'ambassade de l'URSS à Paris pour se rendre au Festival de la jeunesse de Moscou. Son nom n'a toutefois été relevé sur aucune liste de départ. Il apparaît depuis le 15 juin 1958 dans le nouveau bureau de l'Association des originaires de l'AOF et de l'AEF comme secrétaire adjoint. Enfin, il est membre du conseil syndical CGT des ports et docks de Marseille. Samben Ousmane est un individu particulièrement dangereux et actif dont les sentiments sont violemment anti-français. On peut craindre que sous son influence, l'état d'esprit de la colonie noire de Marseille, qui jusqu'ici était satisfaisant, ne se modifie. Il n'est pas exclu également qu'à la faveur d'éventuels événements en Afrique noire dont il se plaît à annoncer l'éclosion prochaine, Samben abandonne le terrain de la propagande pour s'engager dans une action nettement subversive. Voilà, petite papillote avant de commencer. Mais il y a énormément de rapports. Alors, je tenais aussi à vous le préciser, on a imprimé et plastifié certaines archives retrouvées donc à Marseille. Elles sont consultables. Vous pouvez même pendant la conférence les prendre et les faire circuler, ou à la fin de l'intervention venir les consulter. On va en diffuser certaines, mais pas toutes, donc elles sont là à votre disposition. Voilà. Et maintenant, on va revenir dans le quartier où nous sommes, à Belzins. En entrant par la rue des Dominicaines dans le petit Harlem marseillais, on aperçoit à gauche, sur une petite butte, l'église paroissiale Saint-Théodore, que bien des personnes désignent encore par le nom des religieux franciscains, l'église des Pères Récollets. À quelques pas, un carrefour, la rue des Petites Maries qui va vers la gare, l'artère centrale, la rue des Dominicaines qui se prolonge vers le boulevard d'Athènes, une rue transversale qui coupe les deux premières, la rue du Baignoire. Ainsi, elles forment un triangle autour d'un seul immeuble qui constitue le centre du quartier. Au début de ce siècle, la ville de Marseille ne comptait qu'une douzaine d'Africains. Peu à peu, ils sont devenus plus nombreux. Aimant vivre en communauté, on les voyait en groupe à la place Victor Gélu, dans ce qui fut le vieux quartier avec ses rues sordides, cellulaires en cul-de-sac. La Deuxième Guerre mondiale vit le vieux Marseille à moitié détruit. Quelques-uns partirent pour la Grande-Bretagne, le reste s'enfonça dans la ville. Et lorsque prirent fin les hostilités, leur nombre augmenta. De tous les côtés affluaient des hommes de couleur, poussés par les vicissitudes de la vie et de la navigation. Unis par un esprit de communauté, de solidarité, ils formèrent ce village. La plupart sont des marins accomplis, chacun ayant au moins 2 tours du monde dans son sac. Dans cette Afrique méridionale de la France, toutes les origines, tous les groupes ethniques sont représentés. Gardant avec lui les coutumes de sa terre natale, chaque territoire a son propre canton, les bars. Les préjugés et l'originalité sont souvent l'objet de disputes. Il y a des Saracolais, les plus nombreux, pour qui la vie ne serait rien sans la navigation, bavards, criards, nonchalants, les plus conservateurs aussi. Les Soussous sont de nature fourbe, malins et craintifs. Les Mandingues, calmes et lourds. Les Toucouleurs, très nobles de geste, descendants du conquérant El Hadj Omar. Les Mandjaks et les Diolas, surnommés les Bretons africains pour leur amour du vin. Les Bambara, guerriers, sans qui la vaillance du soldat noir ne serait rien, commerçants aussi, marcheurs infatigables, fétichistes plus que tout. Ils se font craindre des autres tribus par les sorts qu'ils sont capables de jeter à distance à des milliers de lieues. De rares Dahoméens posés et réfléchis, des Martiniquais, des Maures. Puis, il y a les Wolofs, très susceptibles, rusés, roublards. Ils sont sans origine bien déterminée, mélange de toutes les lignées africaines. Ils ont pour sobriquet
les Corses noirs. Dans leur comportement, ils vont d'un pôle à l'autre, doux comme un chaton ou violent comme un volcan. Diofala est de ces derniers. Nous passons page 104. Muni de son crochet et de sa musette, il descendit à l'embauche. Le ciel d'un gris d'automne annonçait une journée claire. Comme dia surgissaient de toutes les rues adjacentes, hommes et femmes quittant leur domicile pour leur lieu de travail, semblables à une procession sans fin le long des avenues. Les plus âgés avançaient lentement, les jeunes avec plus de rapidité, tout en bavardant. Un chiffonnier se voûtait sous le poids de haillons, un cantonnier arrosait l'asphalte. La voiture des boueux collectait les détritus, les poubelles résonnaient avec fracas. Place de la Joliette, c'était un torrent humain. Par tram, bus ou à pied arrivaient les ouvriers des quais, sur l'esplanade que longeaient des bistrots d'un côté, de l'autre la gare de marchandises. Au milieu des arbres étaient intercalés des kiosques à casse-croûte. Dans ce méli-mélo, on se cherchait, on s'interpellait. Les débardeurs étaient séparés par une grande mésentente. Il y avait d'abord les anciens qui avaient fait la grève, des hommes qui connaissaient leur métier et qui, pour faire valoir leurs droits, avaient voté à l'unanimité la cessation du travail. Pour faire avorter cette décision, on avait eu recours à des chômeurs. Ils ne se mêlaient pas, mais se heurtaient sans raison. Ils s'attaquaient avec une irritation de fauve, souvent pour des prétextes minimes. Dans chaque poitrine grondait une surexcitation maladive qui cherchait une issue. En apparence, pourtant, ils témoignaient d'une solidarité externe dans un travail qui suçait de leurs muscles la force dont ils avaient besoin. En ville, ils ne s'entretenaient que du port et de tout ce qui s'y rapportait. Leur langage était cru. Ils lançaient des incongruités sur les agents de maîtrise, les patrons et les chefs d'équipe. L'incertitude de l'embauche irritait les abcès. C'étaient toujours les mêmes qui travaillaient, les mêmes qui rentraient chez eux. Les regards exprimaient le mécontentement intérieur. Les peaux étaient marquées par les morsures du soleil, ternies par les intempéries qui creusaient des sillons sur leurs visages, les cheveux rongés par les bestioles provenant des céréales. Après des années de ce labeur, l'homme devenait une loque, minée en dedans, le dehors n'étant plus qu'une enveloppe. À vivre dans cet enfer chaque année, le débardeur venait de franchir à grande enjambée un saut vers sa fin. Les accidents étaient innombrables. Le machinisme avait dépassé leurs facultés physiques. Seul le quart d'entre eux besognaient, devaient soutenir le rythme des machines en fournissant le rendement des ouvriers sans embauche. C'était une rivalité de l'os contre l'acier, à qui l'emporterait. Et nous repassons au début du livre pour un temps de procès. Le président, devant l'énervement général, suspendit l'audience. Une demi-heure après, tous étaient à leur poste. Diofala avait si peur que tout en lui se brouillait. Il resta debout à sa place, les mains sur la balustrade. Ses ongles tentaient de creuser le bois. Cela lui faisait mal, pourtant il préférait cette douleur à celle qui l'attendait. D'un seul regard, il embrassa toute la salle lorsque le président l'interpella. « Diofala, levez-vous. Quelles étaient vos intentions quand vous avez quitté Marseille ?» Dio racla ses lèvres sèches avant de parler. « Au juste, je n'avais pas pensé. » « Comment ? Vous avez fait tant de kilomètres sans réfléchir dans quel but ? Qu'est-ce qui vous a amené à Paris ? J'y venais pour un livre. » Et lorsque vous avez vu Ginette, quelles étaient vos intentions ? Elle m'avait volé et je voulais une réparation. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ? Elle est là pour ça. Il ne m'aurait pas cru. Et pourquoi ? Parce que je suis un noir.
Ici, il n'y a pas de ségrégation. Peut-être. Alors, vous vous êtes fait justice au lieu de porter plainte. Mais lorsque vous avez vu Ginette ce soir-là, vous étiez en colère. Pour ce qu'elle m'avait fait, oui. Elle feignait de ne pas me reconnaître. Et son comportement au milieu des hommes vous a vexé. J'étais en colère de son acte, non de sa tenue. Vous étiez un peu jaloux. Et pourquoi l'aurais-je été? Elle n'était pas ma femme. Combien de fois vous êtes-vous rendu chez elle? Bah, compter, je ne l'ai jamais fait. Vous aviez des relations assez intimes. Cela dépend de ce que vous appelez intime. Avez-vous couché chez elle? Oui, j'y passais des nuits. Quand elle ne voulut plus de vous, vous avez préféré la tuer. Je ne l'ai jamais aimée. Alors c'est à cause de l'argent? Vous vouliez la faire chanter? C'était plutôt le contraire. Combien gagne un débardeur? Du temps où je l'étais, 133 francs de l'heure. Saviez-vous combien il y avait de billets à terre? Non. Plus de 100 000 francs. L'argent ne vous plaît pas? Quand je le gagne, oui. Mais je ne suis pas un gigolo. Fala avait dit ça avec violence. La galerie suivait le duel avec ardeur. Dia se disait: au point où j'en suis, je ne risque rien. Son pouls était redevenu normal. Répondez par oui ou par non, fit le président qui poursuivit. Aimez-vous les blancs? Est-ce que les blancs aiment les noirs? Répondez sans poser de questions. Quand on me témoigne du respect, je le rends. Vous devriez savoir qu'en amour, la réciprocité n'est pas exigée. Aimez-vous les blancs? Le noir avait baissé la tête. Il ne savait pas s'il devait dire la vérité ou non. Décidément, il veut ma perte, pensa-t-il. Décidé soudain, il se redressa, consulta Henri des yeux et parla. S'ils me considèrent comme un être humain, je peux leur rendre leurs sentiments. Et dans le cas contraire, je serai comme eux. Voilà. C'était une petite lecture du Docker noir. Donc évidemment, on va pas pouvoir vous faire beaucoup de lectures parce que le temps presse, mais on va s'intéresser à cette période. Alors c'est vrai que quand on parle de Sam Ben Ousmane, on a en tête souvent la Noire 2, qui est son premier long métrage, et donc son premier long métrage, on va dire primé, hein, et par ailleurs donc le premier long métrage réalisé par un réalisateur d'Afrique. Mais quand il réalise ce film, il a déjà 43 ans. Et Sam Ben a déjà derrière lui une longue carrière. Donc il a écrit 3 romans à Marseille, un recueil de nouvelles. Il a déjà même produit et réalisé 2 courts-métrages, Niaï et puis Borom S'arrête. Et donc j'ai trouvé que c'était un parallèle intéressant parce que quand on s'attarde un peu sur les premières scènes de La Noire 2, qui montre l'arrivée en France de Diouana, le personnage principal, on a une teneur autobiographique assez importante. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous rappelez de ces séquences. En fait, on voit un bateau pénétrer dans la rade de Marseille, rentrer dans le port. Ce bateau, c'est un paquebot, l'Ancerville, qui est un paquebot qui est destiné aux lignes, en tout cas Méditerranée, Afrique noire. Et la deuxième prise de vue, c'est on va dire une séquence sur le centre-ville, et on voit le port avec la cathédrale derrière, avec la Major. Et la troisième image, on a 2 ouvriers, la manœuvre, qui amarrent le paquebot donc au bollard, donc à ce qu'on appelle une bite d'amarrage. Et donc dans ces 3 scènes, on a déjà presque une mise en scène symbolique de son arrivée et de sa vie à Marseille, puisqu'il a été docker sur le port, d'abord docker, débardeur, puis ensuite aiguilleur, et qu'il a vécu dans le vieux port. Mais on va revenir un petit peu en arrière, en 1946, et on va étudier cette question quand il débarque clandestinement à Marseille, parce que c'était une question: est-ce qu'il a débarqué clandestinement ou non? On a trouvé la réponse dans les archives. Sam Ben a 23 ans et rien vraiment ne le prédispose à un avenir artistique.
Au Sénégal, comme le disait Monsieur le Consul, il a exercé plein de petits boulots. Il a été mécanicien, hein, il a été maçon. Donc il s'est engagé, il a été engagé dans le régiment d'artillerie, le 6e régiment d'artillerie coloniale. Hein. Il a passé donc 2 ans dans le désert entre 44 et la fin 1945, mobilisé comme tirailleur. Et donc quand il arrive à Marseille, rien ne le prédestine vraiment à un avenir artistique. Hein. Pourtant, au moment de partir, il va confier à un ami qu'il ignore un petit peu pourquoi il y va, mais qu'il a cette envie de reprendre ses études. Alors, Sambène n'a jamais fait d'études, évidemment. Il a fait partie d'une confrérie, les Layènes, hein, qui donnait une grande importance au mysticisme, à la parole orale. Hein, et donc, c'est quelqu'un qui a déjà une qualité d'écoute, hein, et de restitution, en tout cas de la parole. Hein, mais en tout cas, rien ne le prédestine à cet avenir en littérature. Et certains de ses amis vont le reconnaître plus tard. Bernard Worms, qui était un de ses collègues à la CGT, disait en 1951 qu'il était peut-être encore à la limite de l'illettrisme. Voilà, je rapporte ces paroles. Hein, ça, je l'ai trouvé dans une conscience africaine de Samba Gadjigo. Hein, et alors Marseille va peu à peu devenir ce creuset intellectuel où il va se mettre au contact de réseaux, des réseaux politiques d'abord, on le sait bien, mais aussi des réseaux littéraires, parce qu'il n'y avait pas que la CGT et le Parti communiste, hein, il y avait aussi les Cahiers du Sud. Hein, on avait la librairie de la Renaissance, le théâtre quotidien, beaucoup d'institutions qui ont accueilli Sambène et qui l'ont formé. Voilà. Je vous propose d'écouter la voix de Sambène, une petite interview d'1 minute où il parle de ce passage. Alors, il est très avare en anecdotes sur son passage à Marseille, comme s'il avait voulu conserver une sorte de mythe, hein, mais il y a quelques petits enregistrements. Voilà. À Marseille, j'étais ouvrier, travaillant, militant de la CGT, où il y avait une très belle bibliothèque, très riche. On trouvait Richard Wright, Jack London, tous les grands écrivains. Mais l'Afrique était absente. Mon Afrique était absente. Tu sais, le travail de docker est très dur. Très dur. Parce que plus de 500 tonnes nous passaient sur le dos par jour. Et lorsqu'ils ont su que je voulais écrire, lorsqu'ils ont constaté la volonté, mon déterminisme d'écrire, ils m'ont allégé la tâche. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en fond de cale ou sur terre, j'étais devenu, si vous voulez, un aiguilleur. Mais il fallait apprendre pour écrire. J'étais en famille à Marseille. Il y avait des gens qui étaient disposés à m'aider, à m'enseigner. Mais j'ai appris. Voilà comment je suis arrivé à la littérature, comme un aveugle un jour découvre la vue. Voilà, donc l'expression qu'il emploie, c'est « je suis venu à la littérature comme un aveugle qui un jour recouvre la vue ». Voilà. Donc l'importance de ces réseaux, c'est qu'ils vont jouer un grand rôle dans sa formation. Hein, donc Sambène débarque en septembre 1946 exactement à bord d'un paquebot, hein, qui s'appelle le Hogar. Et d'ailleurs, il va souvent remettre en question cette anecdote. On ne sait pas si c'est le Pasteur ou le Hogar, mais bon, voilà. Et il sort en tout cas de 2 années de profonde désillusion, parce que dans le désert nigérien, il va expérimenter un petit peu la désillusion. En tout cas, il va ressentir dans sa chair les affres du racisme, hein, et de l'exclusion. Et il va être aussi marqué par un autre événement au Sénégal, c'est à partir de 1945 la première grève générale des cheminots. Donc la première a lieu en 45-46, puis après c'est 47-48. Donc c'est un petit peu les événements qui sont la base du syndicalisme au Sénégal. Et il va être vraiment marqué par cette naissance. Et ce sont ses premiers pas en tout cas dans le militantisme. Il va s'intéresser à ça. Et ça va aller de pair un peu avec un désenchantement du divin. La guerre le forge comme individu, mais en tout cas, Sambène cesse de fréquenter la confrérie des Layènes qu'il fréquentait dans les années 30. Et donc, ça va se ressentir dans ses premiers romans, Le Docker Noir notamment, lorsque le prêtre rend visite à Diofala en prison. Donc, à travers Diofala, Sambène dit « Il a débuté en me demandant si je croyais en Dieu. Je l'interrompis en lui disant que je n'avais rien à faire avec Dieu. Est-ce lui qui me garde en ce lieu ? Pourquoi faut-il s'adresser à lui quand ce sont les hommes qui vous font mal ?
Voilà. On a aussi des passages de la même teneur dans les bouts de bois de Dieu, hein, et on lit en filigrane une critique subtile, non pas des religions, mais des appareils religieux qu'on va retrouver plus tard dans ces films, dans Tchedo notamment. Alors, comme je le disais, les raisons qui poussent Sambène à s'installer à Marseille ne sont pas connues, hein, et on sait peu de choses sur ces 3 premières années, 46-49. On sait qu'elles sont difficiles. L'après-guerre à Marseille est marquée par plusieurs crises, une crise du travail, une crise du logement, le port tourne au ralenti, de nombreux navires ont été coulés, une partie de la ville est détruite, on le sait, les logements manquent et les compagnies maritimes ne peuvent pas répondre à l'offre d'emploi, et donc ça résulte, en tout cas ça débouche sur une grande précarisation des marins coloniaux. Et ces marins, ils étaient principalement employés dans les soutes à fond de cale, dans l'alimentation en charbon, si vous voulez, des chaudières à charbon. Or, il y a un autre élément qui va venir perturber cette donne, c'est qu'au début des années 50, on remplace les chaudières à charbon sur les bateaux par des moteurs diesel. Et donc, on va rechercher une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, hein, et donc, tous ces marins coloniaux qui étaient présents sur le port après-guerre se retrouvent au chômage. Et donc, on va avoir, effectivement, je vous montrais tout à l'heure la photo du registre des marins chômeurs. Ce sont des pages et des pages, vraiment, en tout cas, de listes de marins qui n'ont pas de rémunération et qui se retrouvent sur le Vieux-Port dans une situation qui est absolument terrifiante. J'ai ici un article de la Marseillaise qui parle de cette situation. Donc Sambène va arriver dans ce contexte et puis ça va être très difficile pour lui. Alors il vit de petits boulots, mais aussi de petits larcins. Alors ce qu'on a retrouvé un petit peu surprenant, ça nous informe sur les condamnations qu'il a subies dans les premières années. Hop. Voilà, donc ça c'est extrait d'un rapport qui est remis au préfet des Bouches-du-Rhône, Raymond Aspicard. Hein, donc Sambène Ousmane, est titulaire des condamnations suivantes. Il est condamné en 1946 à 15 jours de prison pour embarquement clandestin. Donc c'est son arrivée. Le 17 mai 1947, à 1 mois de prison pour usage de faux certificats. En 1947, pour complicité de vol, à 1 mois de prison. En 1949, il est condamné pour détention et vente de cigarettes étrangères sans autorisation. Voilà, en 1949 aussi, condamné pour vol. Donc, c'est une période un petit peu de galère, hein, pour Sambène, qui va un petit peu chercher son lieu d'habitation. Il va d'abord s'installer au 10 rue d'Aix, donc juste là, à la sortie de la librairie, de la bibliothèque, près du fameux triangle qu'il nomme, dont on a parlé à l'instant, hein, qui est délimité par la rue des Dominicaines, la rue des Petites Maries et la rue du Baignoire. C'est la zone, en tout cas, d'implantation de toutes les populations ouest-africaines. Hein, et Sambène baptise cette zone symboliquement le petit Harlem marseillais, sans doute en référence à Claude McKay, hein, qui 20 ans plus tôt donc, est passé par Marseille et a parlé d'un autre petit Harlem marseillais, le quartier Saint-Jean. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en 1943, quand cette zone du quartier Saint-Jean est détruite, beaucoup d'ouvriers africains du port se déplacent à Belzunce et ils vont s'entasser dans des petits hôtels qu'on appelle des garnis, et qui regroupe parfois plus d'une cinquantaine de chambres dortoirs. Hein, et donc il a conscience très vite de ces conditions de vie déplorables des familles africaines à Belzunce. Et d'ailleurs il le décrit bien dans le Docker Noir, et une autre nouvelle qu'on va trouver dans le recueil Voltaïque qui s'appelle Lettres de France. Hein, on avait prévu de vous lire un passage, mais finalement le temps fera que on pourra vous la conseiller. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, il travaille un petit peu partout. Il a aussi un emploi de fondeur qu'il abandonne à l'entreprise Coder. Hein. Mais il y a quelque chose qui va un petit peu débloquer la situation, puisque Sambène connaît un petit peu l'art de se jouer du destin, comme le dit Boris Diop. Déjà, contrairement à beaucoup de ses compatriotes, il dispose de la nationalité africaine, parce que son père, Moussa Sambène, est né à Dakar, donc dans une des 4 communes qui n'est pas donc soumise au régime de l'indigénat. Et
le deuxième facteur, c'est que très tôt, il va s'intéresser... Nationalité française. Oui, nationalité française. De nationalité française, pardon. J'ai dit sénégalaise. D'accord, pardon. Il a la nationalité française quand il débarque à Marseille. Voilà. Cet embarquement clandestin est sans doute dû à des raisons économiques. Il n'a peut-être pas pu payer la traversée. Mais en tout cas, il s'intéresse à la CGT. Et à l'époque, la CGT est le syndicat le plus puissant de France. C'est le plus actif chez les dockers. Et dans ce syndicat, peu d'Africains prétendent à une représentation. Donc Sambène va faire plusieurs rencontres qui vont être décisives pour intégrer ces réseaux politiques. Alors il rencontre d'abord un ouvrier chef d'équipe qui est aussi un caïd, qui s'appelle Babou Senghor, qui est un homme qui a une réputation assez sulfureuse ou violente. Il est condamné pour coups et blessures. C'est un ancien soldat des forces françaises libres. Il est connu pour être à la fois un fervent militant panafricain, mais aussi un briseur de grève sur le port. Voilà. Et il arrive un an avant Sambène à Marseille. Et donc, c'est lui qui, vraisemblablement, va faciliter l'obtention de la carte de docker à Sambène. Voilà. Et donc, c'est avec lui aussi, avec Babou Senghor, que Sambène va jouer un rôle de porte-parole auprès des ouvriers africains, tout au long des années 50. La deuxième rencontre qui va lui ouvrir des portes, c'est Victor Gagnère. Alors, j'ai une photo là qu'on a retrouvée dans un ouvrage de Sada Niang. Victor Gagnère, c'est le secrétaire général du syndicat des dockers jusqu'à sa mort en 62. Et Sambène est très apprécié par celui qu'il appelle Papa Gagnère. De la même manière qu'il y avait Papa Giraud, il y avait aussi Papa Gagnère. Et c'est Victor Gagnère qui le nomme membre du conseil syndical CGT des ports et des docks de Marseille. Donc Sambène, peu à peu, gravit les échelons. En 1954, il est même nommé trésorier adjoint de l'Union syndicale des travailleurs de la marine marchande et de l'Union française de la région de Marseille. Alors il fait beaucoup de rencontres aussi amicales à Marseille, et c'est très intéressant de se plonger dans ce réseau aussi amical, puisque beaucoup de ces personnes l'ont aidé, notamment dans la rédaction de ses deux premiers romans, ou en tout cas dans l'écriture aussi de ces romans. Alors je peux les nommer: Bernard Worms, Michel et Janine Lieberman, Paul Balbi, Lucienne Lamorte, qui est sans doute, on pense qu'elle l'a beaucoup aidé dans l'écriture du Docker Noir, Lucienne. Et bien sûr, Odette Arroux, sa meilleure amie, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui habite toujours Marseille, et Ginette Constantin, qui va retrouver au MRAP. Alors le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples. Donc on voit déjà que Sambène, dès les années 50, est de toutes les luttes. Il participe en 1949 à la grève illimitée des dockers contre le chargement d'armes pour l'Indochine. Agnès le disait tout à l'heure, il a aussi milité pour l'indépendance de l'Algérie, de l'Indochine, du Vietnam plus tard. En tout cas, c'est un fervent militant de l'autodétermination. Et puis, la partie qu'on oubliait, ou en tout cas dont on avait peu de sources, c'est cette militance auprès des réseaux panafricains. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on a retrouvé dans les archives. C'est cette militance auprès de 3 associations ou 3 groupements politiques: l'Association des originaires de l'AOF et d'AEF, le PAI, évidemment, Parti africain de l'indépendance, qui est créé en 1957 à Thiès, et dont Sambène est un grand représentant en France, à Marseille d'abord. Et puis, la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique, qui est donc un grand groupement estudiantil que Sambène va accompagner pendant des années. On va le voir plus tard. Et donc, Sambène commence à se plaire à Marseille. Il revendique un peu sa spécificité portuaire. Et il voit la ville comme un tiers-espace qui est riche de toutes les potentialités, où on peut se négocier une nouvelle identité, ou en tout cas réinventer une histoire. Et il dit de Marseille, ça c'est pour que vous voyez un petit peu le parallèle avec Mackay et ce côté décentralisateur qu'avait Sambène. Vous savez, à cette époque, Marseille, Le Havre, Dunkerque représentaient des lieux privilégiés de l'histoire coloniale. Il s'agissait de lieux importants où l'on trouvait des Africains dont les conditions de vie et de lutte différaient radicalement de celles des Africains à Paris. Voilà, donc il n'est pas attiré par on va dire, cette lumière parisienne des salons littéraires, notamment, comme Mackay. Sambène, c'est quelqu'un qui vit, qui a un engagement qui est avant tout social, et qui le répercute dans son œuvre. Alors on va parler aussi de l'apprenti écrivain. Jusqu'à 51, Sambène n'écrit pas beaucoup. Il travaille durement à la Joliette comme docker.
Il est au J3, qui est un quai qui est alloué au déchargement des primeurs. Alors, le travail est assez pénible. Samben est victime d'un accident. Il va recevoir un sac qui va lui briser la colonne vertébrale et il doit rester plusieurs mois alité. Et pendant ce temps, il lit beaucoup. Alors ses amis lui amènent un roman qui va beaucoup le marquer, Martin Eden de Jack London. Mais il s'intéresse aussi aux écrivains afro-américains de la Renaissance de Harlem, Richard Wright notamment, avec Native Son, un enfant du pays. Et évidemment Claude McKay, qui est donc cet écrivain jamaïcain, américain, avec qui il possède plus d'un point en commun, puisque donc, tous les deux sont plus ou moins autodidactes. Claude McKay a aussi travaillé sur le port, 20 ans en arrière, ils ne se sont pas croisés évidemment. Ils sont d'inspiration marxiste, tous les deux ils ont effectué un séjour en URSS, assez initiatique. Inès, romancier à Marseille, on peut le dire, tous les deux. Il y a beaucoup de parenté fictionnelle entre Banjo et le Docker Noir, le passage que lisait Anaïs, cette description des différentes communautés à Marseille, c'est un passage qu'on dit, peut-être pas plagié, mais grandement inspiré d'une description de Claude McKay sur le centre-ville de Marseille. Et donc, comme McKay, Samben a su capter l'essence d'un lieu, d'un micro-lieu, en tout cas d'un espace tiers qui est intériorisé un petit peu comme un continent, et à partir duquel il va préparer son projet africain. Et cet espace, c'est Belzunce. Voilà. La différence, peut-être, c'est que là où McKay avait été un petit peu enclin à la célébration d'une identité, Samben préfère dénoncer le fait colonial, l'ancrage assimilationniste, et célébrer peut-être la solidarité entre ouvriers. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui transcende un peu les frontières et qui va vraiment le caractériser jusqu'à sa mort. Alors il commence à fréquenter assidûment la bibliothèque de la CGT, la librairie de la Renaissance. Il fait une autre rencontre décisive, qui est un personnage très, très connu dans les milieux littéraires marseillais, c'est Henri Deluy. Alors Henri Deluy, beaucoup de personnes le connaissent. Il a donc été au comité de rédaction de la revue Action Poétique. Il a été même le directeur de la revue pendant longtemps. Action Poétique, c'est une revue qui naît au début des années 50 et qui donc célèbre en tout cas de la poésie engagée. Et donc Henri Deluy, on va le voir comme Samben. Alors, ils se rencontrent dans le cadre des activités du Parti communiste. Ils sont tous les deux engagés contre les guerres d'Algérie et d'Indochine. Et ils partagent évidemment leur désir de voir une Afrique libre. Et comme on le verra plus tard, Deluy était lui aussi fiché par la police en raison de leurs activités militantes. Je crois que Samben et Deluy partent ensemble en 57, au Festival de la jeunesse à Moscou. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il fallait un petit peu éplucher dans ces rapports un peu fastidieux. Mais en tout cas, Deluy entre au comité d'action poétique en 54. On va créer une nouvelle revue et il va proposer à Samben d'écrire des poèmes. Alors la première publication officielle de Samben, tout court, ça n'est pas le Docker Noir, c'est un poème qui s'appelle Liberté et qui est publié dans cette revue, Action poétique. Le titre de cette revue-là en particulier, c'est Peuple opprimé. Donc vous voyez que déjà, il écrit aux côtés d'écrivains déjà renommés, Yacine Kateb, Mohamed Dib, il y a Jean Sénac, on retrouve Miguel Hernandez ou Pablo Neruda. Voilà, enfin, ce sont quand même des écrivains qui ont déjà une trajectoire assez importante. Et Samben Ousmane qui publie un long poème, une ode à la liberté internationaliste, qui rend hommage notamment à la Grèce de la résistance, évidemment. Voilà, donc un poème qu'on a reproduit dans cette version du Docker Noir. Et il commence à collecter un petit peu du matériel pour l'écriture d'un roman. Et ce roman, cette période d'écriture va durer 4 ans. Elle va être très longue, il va avoir besoin de beaucoup de conseils. Alors ça paraît finalement en septembre 56. Je vais essayer de vous montrer la couverture initiale. J'ai malheureusement oublié l'exemplaire que Monique m'a donné. Voilà, mais donc la première édition, c'est celle-ci, le Docker Noir. C'est une édition qui est publiée à compte d'auteur. Voilà. Donc ça veut dire que Samben paye 180 000 francs à l'époque pour pouvoir publier ce livre pour un tirage qui est plutôt petit, 1500 exemplaires. Et à sa parution,
les critiques sont assez mitigées. Il y a beaucoup de critiques négatives, notamment dans la critique antiraciste. Au MRAP, il existait un journal, Droit et Liberté, qui donc publie une critique assez acerbe, qui dit que Sambène corrobore certains préjugés racistes, etc. Voilà. C'est une critique qui reviendra aussi, qui avait déjà existé pour Mackay. La critique positive, on la trouve dans la Marseillaise, avec un article de Albert Cervoni. Mais en tout cas, cette publication du Docker noir, ça va vraiment changer sa vie, un petit peu comme cet accident qui lui brise la colonne vertébrale et qui littéralement le plonge dans l'écriture. La publication du Docker noir, ça va vraiment être, on va dire, un moteur pour lui, un peu sa carte d'identité littéraire, et il va rentrer dans plusieurs cercles en dehors de Marseille. Voilà. Il va se rendre à Paris. En 1956, il y a le premier congrès des Africains et artistes noirs. Donc voici l'affiche qui avait été réalisée par Pablo Picasso à l'époque. Et là-bas, il va rencontrer des jeunes écrivains africains qui, comme lui, essaient de proposer une autre vision de l'Afrique. Il va rencontrer Mongo Betty et Ferdinand Oyono, les Camerounais, qui sont ses collègues à l'université d'Aix-Marseille. Il va rencontrer aussi Amadou Ampateba, notamment, Abdoulaye Sadji, qui a écrit Maïmouna. Ce sont de jeunes écrivains qui commencent à sortir un petit peu on va dire du mouvement de la négritude, que Sambène n'apprécie pas particulièrement, parce qu'il dit que c'est un mouvement bourgeois à la base. Alors, on va dire que c'est aussi des paroles qu'il prononce dans sa jeunesse, mais en tout cas, il est assez distant par rapport à Présence africaine, qui est son éditeur historique, qui organise ce salon. Et si il a une influence africaine dans son écriture, il faut plutôt la chercher du côté du conte, avec Birago Diop, qui l'a beaucoup influencé. On a parmi ses premiers écrits aussi un conte qui s'appelle Communauté, et qui s'inspire beaucoup de Birago Diop. Et surtout, mais c'est un avis personnel, je pense que sa verve poétique et sa radicalité ont été influencées par un poète sénégalais, peu connu, mais qui mérite vraiment de l'être, David Diop. Qui n'a publié qu'un seul roman, un seul recueil de poésie, parce qu'il est décédé malheureusement dans un accident d'avion en 1960. Ce recueil s'appelle Coup de pilon. C'est publié chez Présence africaine. Il me semble que c'est épuisé, mais on peut peut-être le trouver. Voilà. En tout cas, c'est peut-être un travail à faire, une réédition de Coup de pilon qui l'a beaucoup influencé dans son écriture. Et à partir de là, ça va être une sorte de frénésie de l'écriture. Il va se désintéresser, on va dire, du milieu ouvrier pour écrire de plus en plus. Son deuxième roman va apparaître 1 an plus tard, Au pays, mon beau peuple. Ça met en scène un peu le retour d'un ressortissant sénégalais dans son village après 8 ans d'absence. Donc là aussi, il y a quelque chose de un petit peu autobiographique, voilà. Et 2 ans plus tard, Sambène Ousmane termine son roman, le roman qui est considéré comme son chef-d'œuvre, Les bouts de bois de Dieu, voilà, qui donc raconte cette fameuse grève sur le Dakar Bamako, voilà. Alors, pour finir, je vais m'intéresser un petit peu à cette partie donc du Sambène panafricain, et avant d'être panafricain, internationaliste. Pour Sambène, la publication du Docker noir, ça implique aussi une extrême mobilité. Il va commencer à se déplacer de partout pour présenter son livre, pour représenter en tout cas le Sénégal en écriture. Et il va fréquenter un petit peu tous les réseaux qui se mettent en place à cette époque entre l'Afrique, le bloc soviétique et les pays en lutte pour leur indépendance. Donc il va voyager en Russie en 1957, en Tchécoslovaquie, en Ouzbékistan, en Chine, au Vietnam, ça c'est en 1958. Et en 1959, il va se rendre en Autriche et en Italie pour le 2e congrès des écrivains noirs. Et il va aussi se déplacer à l'intérieur des frontières françaises. Donc il va quitter Marseille pour aller au Havre et à Dunkerque. Ça, on le sait, grâce à des lettres qu'on a récupérées chez Odette Harou. Il va beaucoup aller à Dunkerque. Et ça fait de lui un peu un pionnier des relations entre l'Afrique et le communisme mondial. Je pèse mes mots vraiment, parce que dans ses archives personnelles, on retrouve beaucoup de correspondances entre des différentes sociétés d'auteurs qui se créent en Russie, au Vietnam. Donc là, par exemple, on a une lettre du président je crois que c'est la section littéraire du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique en Russie, Chmelkov. Voilà. Il va aussi
se mettre en relation avec le Vietnam. Il va s'y rendre, hein, et il va rencontrer un personnage, Nam Tran, avec qui il échange pendant des années. Ils vont s'échanger des poèmes. Alors là, c'est très très beau ce qu'on a retrouvé. C'est un poème que lui écrit Nam Tran, qui sera son traducteur, hein, pendant les années, à la fin des années 50. Voilà. Et Samben va répondre à ces poèmes. Vous voyez que ce sont des poèmes dédiés, hein, à Majmoud Diop, qui est le fondateur et le leader du Parti africain d'indépendance, et à Ousmane Samben, ou Samben Ousmane. Hein, voilà. Et donc, c'est vraiment des poèmes vraiment internationalistes qui rendent hommage à l'élan, à la force, à la poussée du peuple vietnamien, avec une goutte d'eau de sueur qui tombe et qui fera jaillir un filet d'eau douce et fraîche pour nos rivières. Voilà. Donc, on va retrouver Samben un petit peu sur tous ces fronts. Cette solidarité avec le peuple indo-chinois et puis ensuite vietnamien, on la retrouve déjà en 53, parce qu'on sait de mémoire que Samben a été figurant dans Les Rendez-vous des Quais de Paul Carpita en 53. Hein. Voilà. Et donc il va rencontrer plein de personnages assez clés, et ça va déboucher sur des publications, alors notamment en Russie. Alors avant que son deuxième roman ne soit publié, quasiment même en même temps que la publication du Docker Noir en France, on va avoir des publications de traduction de romans de Samben en Russie. Voilà. Alors ça, c'est Au pays, mon beau peuple, en 59. Le Docker Noir est publié en 58 dans une revue littéraire qui s'appelle Inostraia Literatura. Hein, et donc c'est un livre qui est présenté dans chaque revue. Et là, on va avoir une deuxième version de Au pays, mon beau peuple, un fils du soleil. Voilà. Ça, c'est en 59 aussi. Donc, il y a une diffusion vraiment transnationale de son corpus littéraire, et c'est assez intéressant de voir qu'il est traduit. Ses poèmes sont traduits en vietnamien avant d'être publiés en français, par exemple. Voilà. Bon. Pour ce qui est du panafricanisme. C'est quelque chose qui a beaucoup occupé Samben à partir de 54, à partir de la création de cette fameuse association des originaires d'AOF et d'AEF. À Belzunce, Samben milite évidemment pour les indépendances africaines. Je dis les indépendances, c'est pas que celle du Sénégal. Hein. On sait aussi qu'il a créé le mouvement de libération de la Guinée et du Cap-Vert. Voilà. Donc il a beaucoup fréquenté les lieux publics, les rues et les bars qui deviennent un peu des espaces d'organisation et qui éveillent évidemment la méfiance un peu des renseignements généraux. Alors on a retrouvé notamment un bar où s'organisaient beaucoup de réunions. C'était un bar qui se situait au 10 de la rue des Dominicaines, donc juste derrière là, et qui s'appelait la crèmerie du Bon Moka. Alors cette crèmerie, elle était assez importante parce que le patron qu'on voit devant, qui était un Italien, offrait la possibilité aux marins africains d'avoir une adresse. Non pas une adresse physique, parce que évidemment c'était trop petit, mais une adresse pour pouvoir prétendre à un emploi après sur le port, voilà, et avoir du courrier. Donc il aidait beaucoup les marins africains, et donc ça c'est une histoire assez intéressante. Il commence à fréquenter donc des réunions de l'association des originaires d'AOF, qui est un peu, on va dire, conciliante, qui veut mettre les formes, avoir de bonnes relations avec la municipalité, avec le gouvernement. Hein, et donc, il y a des réseaux de collecte de fonds qui s'organisent, qui se mettent en place. Hein, et dès 1954, la police va s'intéresser à cette association. Elle va s'intéresser évidemment à Samben de très près à partir de 1956 lorsqu'il publie Le Docker Noir. Vous avez vu tout à l'heure dans le compte-rendu qu'il est considéré par le préfet comme un romancier progressiste. Hein. Donc parmi tous les exemples de caractérisation qu'on va retrouver, c'est un individu intellectuellement supérieur par rapport à ses collègues, etc. etc. Voilà. Donc il est vraiment surveillé, il devient secrétaire général de l'association, et puis il est démis de ses fonctions en 1957. Il est réélu au bureau, mais il va vite être viré à nouveau parce qu'évidemment Samben est beaucoup trop radical. Hein. Donc il est exclu de cette association hein, parce que pour son président, Jean-Pierre Sambou, il est radical. Hein. Je vous mets le procès ici des renseignements généraux qui montrent son exclusion de l'association. Et ce qui est intéressant à travers ces rapports-là, c'est de savoir que dans toute réunion, dans chaque bar, dans chaque réunion, il y avait un informateur. Puisque si ces rapports sont là, c'est forcément qu'il y avait quelqu'un. Hein, donc, il est viré hein, de cette association.
mais il va un petit peu s'intéresser à des mouvements un peu plus utiles. Avec Babou Sangor, donc son collègue, et un dénommé Antoine Sagna, il va implanter une antenne du Parti africain de l'indépendance à Marseille durant la première quinzaine de décembre 57. Et le PAI est fondé un mois avant, donc c'est très tôt. Babou Sangor va accueillir les réunions chez lui, c'est au Square Velten, un petit peu plus haut aussi, et Samben va devenir secrétaire d'un des 4 noyaux de base, donc celui des dockers. Alors on va un petit peu tout évoquer lors de ces réunions. Ça peut aller de la commande de journaux. Samben s'occupe de la diffusion d'un journal, Momsaref. Je ne sais pas si j'ai pris l'archive ici, mais en tout cas, c'est un journal qui est assez important. Momsaref, et puis un autre journal qui s'appelle La Lutte. Il organise aussi des discussions, la planification d'actions politiques, des séjours à l'étranger. Et donc, on a des comptes rendus qui nous indiquent parfois mot à mot ce qui est dit dans la réunion. Alors, Samben est censé s'occuper d'un noyau de base, mais en tout cas, son engagement local va le pousser à aller au-delà. Et il fait le lien entre les ouvriers, les chômeurs, les étudiants. Donc, on retrouve dans les archives de Fer des renseignements sur lui qui le voit comme un individu, je cite, particulièrement dangereux et actif, dont les sentiments sont violemment anti-français. Ça, c'est Anaïs qui l'a lu tout à l'heure. On a aussi la phrase « un ardent propagandiste anti-français ». Et donc ces notes d'information sont vraiment détaillées, elles vont aboutir sur un rapport complet de plusieurs pages sur Samben. Je vous montre la première page. Hop. Anaïs vous a lu un passage, mais ce n'est pas cette page-là. Donc ce sont des rapports souvent classés secrets. Et donc, je vous lis un autre petit passage. L'intéressé d'un niveau intellectuel supérieur est un communiste convaincu et jouit d'un ascendant certain sur la communauté africaine de Marseille, composée essentiellement de navigateurs, de dockers et d'étudiants. Samben dissimule ses sentiments communistes sous un nationalisme et un panafricanisme exacerbé, préconisant l'élimination directe de l'Afrique et de toutes les ex-puissances coloniales, et particulièrement de la France. Hostile à la politique d'émancipation progressive poursuivie par le gouvernement français et aux principes de la communauté franco-africaine, il se déclare favorable à un recours à l'action directe pour parvenir à la libération totale de l'Afrique. Voilà, donc on voit en lui vraiment un leader des mouvements indépendantistes en France. Et donc en 1959, il est fait mention lors d'une discussion entre Samben et Sangor du déclenchement prochain d'une action révolutionnaire en Afrique noire. Alors on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais en tout cas Samben se délecte beaucoup à participer à ces réunions. Il y va avec beaucoup d'engagement et puis il milite auprès des étudiants. Il va à Moscou, donc il va aussi à Prague en 58, avec de lui encore une fois, puis à Vienne en 59. Et donc il organise cette fameuse journée des étudiants contre le colonialisme, où justement il amène tout le monde à la salle du colonel Fabien. Il va militer aussi en faveur du non au référendum constitutionnel français du 28 septembre 58, qui est organisé par De Gaulle, et ensuite il va militer lorsque le Sénégal devient État membre de la communauté française pour l'indépendance. Voilà. Et donc on va apprendre aussi qu'il distribue des tracts souvent dans la rue pour préconiser notamment l'abstention aux élections des membres de la future Assemblée nationale du Sénégal, quand le Sénégal en 58 devient membre de la communauté française. Donc il s'oppose vraiment à la politique française et au colonialisme. Et donc, on va dire l'étape suivante, c'est il amorce un petit peu, quelque part, son retour au Sénégal. Il va le faire en 1960. Il va renoncer à la nationalité française et il va quitter le Parti communiste. En 1960, il rend sa carte du Parti communiste. Sa militance va continuer, mais comme il le dira plus tard, elle se fera désormais à travers son œuvre, son art. Il dit dans une revue qui s'appelle Souffle en 69, pour moi, l'artiste, c'est un homme politique, avec tout ce que ce terme implique. C'est un homme totalement engagé dans une perpétuelle dénonciation, mais son rôle, c'est d'être militant, combattant, à travers l'art. L'art peut être une arme, d'ailleurs, toute culture est politique. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que ce séjour marseillais, j'ai été obligé de couper sur pas mal de choses parce qu'il y a tant à dire, mais on pourra en discuter aussi après. Son séjour représente bien plus qu'un
une étape initiatique, si vous voulez. 14 ans, c'est un peu plus que ça. C'est une période fleuve qui est ponctuée de prise de conscience, de rencontres décisives. C'est un petit peu la tour de contrôle, la tour d'observation pour la construction de son programme politique et artistique. Ce qui est intéressant, c'est que Sambène n'idéalise jamais Marseille. C'est un espace qui lui permet de mettre en place sa révolte et de refléter sciemment les préjugés d'une société colonialiste. Mais surtout, Marseille lui infuse un besoin irrépressible de parler pour les démunis et pour les groupes minoritaires. La Marseille des années 50 lui montre un petit peu le sens et la beauté de l'œuvre collective, du travail en commun. Sambène va donner beaucoup d'importance, dès ses premiers films, à l'œuvre en commun, l'œuvre collective. On a beaucoup de héros collectifs dans les œuvres de Sambène, dans Les Bouts de Bois de Dieu notamment, c'est un groupe de cheminots. Dans Émitaille, c'est un groupe de femmes qui est très, et dans Moladé aussi, qui s'érige un petit peu contre des modèles patriarcaux. Voilà. Et donc Marseille lui infuse un petit peu ce besoin collectif. Et pour finir, je vais finir sur cette phrase un petit peu annonciatrice du Docker noir, qui dit un petit peu toute la force, toute la beauté qu'a représenté Marseille pour lui. C'est un passage, une petite phrase qui est située vers la fin du Docker noir. Il y a des souvenirs qui sont comme des ruines indestructibles. Plus ils vieillissent, et plus apparaît leur beauté. Voilà. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Sachez que j'ai coupé quand même. On aurait pu en dire un petit peu plus. Alors on va peut-être finir, avant de passer à l'échange, par une toute petite lecture, si c'est possible. Sinon, on peut directement passer. Elle est toute petite. C'est un poème que Sambène a écrit à Marseille et qu'on a retrouvé chez Odette Arroux avec Valérie. Odette nous l'a offert gentiment. C'est un poème qui s'appelle Vue du cœur. Je peux vous mettre la version tapuscrite si vous voulez. C'est Sur toute la terre, pardon. Sur toute la terre. Vue du cœur, c'est un autre poème retrouvé à Marseille. Voilà, celui-là, c'est Sur toute la terre. Sur toute la terre, il y a des hommes têtus accrochés à la vie par le manche des charrues, par le vol engraisseur des machines, par la faim, par l'amour, par l'espoir. Sous les yeux du ciel, dans tous les pays, il y a des hommes collés au ventre de la guerre comme des limaces sur une feuille de salade. Des hommes accroupis sur la colline, enfouis au creux des montagnes, filant du matin au soir la chevelure des sillons. Des hommes noirs qui rampent dans les veines de la terre, des marins accouplés à leurs barques comme des cavaliers sur des chevaux fous, des hommes biels, des hommes marteaux, rivés à leurs machines par les boulons de la faim. Dans tous les pays, au nord et au sud, des millions de mains sont accrochées à la vie, des millions de regards sont accrochés à l'espoir, par le manche des charrues, par les courroies des machines, par le sourire des blés, par les hanches des femmes et les rires des berceaux. Sur toute la terre, nous lirons ces millions de regards, nous attacherons ces millions de mains avec l'acier le plus pur, avec les racines les plus tenaces. Nous tisserons par-dessus les frontières, par-dessus la terre et le ciel clair, un filet aux millions de mailles pour capturer la vie. Sur toute la terre, nous coulerons entre les doigts des hommes, entre les os, entre les fils de la chair, le ciment de l'amitié. Un seul bloc contre un même destin. Une seule lutte, une même victoire, puisque dans tous les pays, au nord et au sud, collés au ventre de la terre, nourris du sang de la terre, il y a des hommes accrochés à la vie. On va passer un petit temps d'échange, peut-être des micros qui vont circuler. Si vous avez des questions ou des doutes, ou même des suggestions. On a travaillé pendant 2 ans pour vous répondre. N'hésitez pas à poser au moins une petite question.
Ah, il y en a une là-bas. Oui, bonjour. Merci de cette très belle soirée, vraiment. Je suis juste un petit peu, non pas alerté, mais interrogé par, sur la 4e de couverture par, je cite, Sam Ben Ousmane est décédé en 2007, laissant derrière lui une œuvre insoumise. Voilà. Point de suspension, je vous laisse répondre. C'est une œuvre qui ne s'est pas laissée, en tout cas maltraitée, et qui a toujours refusé tous les carcans politiques. Il s'est toujours maintenu en dehors de ça. Lorsque Sam Ben n'était pas d'accord avec quelqu'un, notamment avec les dirigeants, notamment avec Senghor, avec Léopold Sédar Senghor, il pouvait passer 10 ans sans rien faire. Il y a une brouille qui est très connue entre Senghor et entre Léopold Sédar Senghor, non pas le Babou Senghor que j'ai cité, et Sam Ben Ousmane sur le titre du film Tchedo. Donc Sam Ben Tchedo. Sam Ben maintenait que ça s'écrivait avec 2 D et Senghor avec 1 D. Ça a duré 10 ans cette histoire. Voilà. Il a préféré ne pas plier. Voilà. Donc c'est une œuvre en tout cas qui est très sauvage, qui a longtemps fui un petit peu ses lecteurs parce qu'elle était un peu précurseur en beaucoup de matières, notamment ce roman qui est écrit dans les années 50 par un Africain au sein d'une société coloniale. Je ne dis pas dans un pays qui subissait le colonialisme, je dis au sein même du colonialisme. C'est assez courageux quand même. Et donc évidemment, ça n'a pas trouvé d'éditeur. Voilà. Et ça a été un petit peu la vie de Sam Ben. Il a toujours fait un pas de côté par rapport à ce qu'il était possible de faire, notamment dans la représentation des groupes minoritaires. Voilà. Peut-être on pourrait donner cette définition-là de l'œuvre insoumise. Oui, bon, moi j'ai appelé mon livre Sam Ben, un homme debout. Donc on est dans le même registre. Oui, il a voulu regarder la réalité sans compromis. Donc c'est pour ça que vous allez me dire pourquoi est-il si peu connu finalement. Mais c'est vrai qu'il dérangeait beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment très très important parce qu'en fait, il a posé, et toutes ses œuvres sont très actuelles. Il pose vraiment des questions essentielles et tout à fait actuelles. Là, je viens de travailler sur un texte qui s'appelle Veit Chozan. Et c'est un texte sur l'inceste, un inceste dans un village africain. Et il dit dans sa préface, on m'a conseillé, mais les Africains, il l'écrit, les Africains m'ont conseillé de ne pas écrire cette histoire parce que je raconte quelque chose qui ne doit pas se dire. Et c'est un inceste. Il dit, je ne suis pas d'accord avec cela parce qu'il faut confronter son passé, il faut regarder le mal où il est pour pouvoir en tirer quelque chose de meilleur. Et donc, moi, j'associe souvent Sam Ben à Baudelaire aussi, enfin pas dans mon livre, mais Baudelaire, il faut plonger au fond de l'inconnu pour renaître nouveau. Et c'est vraiment cela qui était, je pense, la force de tout créateur et de tout génie, d'aller au fond des choses, sans idéalisme, sans idéologie, sans compromis. Donc il a eu beaucoup de problèmes avec les autorités, surtout avec Senghor, mais il a tenu bon, et je pense que c'est pour ça qu'on peut encore l'étudier, le voir, et réfléchir à ce qu'il dit. Et il n'est pas dans cette situation de repli, comme vous disiez. C'est terrible ce qui se passe en ce moment, et je pense que c'est pour ça que les grands auteurs et les grands artistes sont très très importants, parce qu'en fait c'est une main tendue, une ouverture. Il n'était pas contre la France, c'était pas cela, c'était sur le respect de chaque individu et chaque peuple, et de pouvoir travailler ensemble. Et donc c'est vraiment pour ça que je pense qu'il est vraiment actuel et très important maintenant pour les jeunes. Enfin, je prêche pour ma paroisse parce que je travaille avec des jeunes, mais voilà, de leur ouvrir l'esprit, et surtout de confronter le mal où il est pour pouvoir le dépasser. Donc voilà, insoumis face aux autorités, aux institutions.
Enfin, juste un complément d'information. Quand on parle de la librairie Renaissance, c'est une librairie qui après s'est transformée en librairie Paul Éluard et qui a été très importante justement sur le développement des idées, le développement des mouvements littéraires, et où on a vu énormément d'écrivains, de débats, de rencontres. Elle n'était pas très loin, à rue Saint-Basile, et on l'oublie souvent dans l'histoire de Marseille, notamment dans l'histoire littéraire de Marseille, dans certains livres où on parle de nombreuses librairies, mais jamais de celle-là. Et elle était aussi précurseur dans la littérature de jeunesse, ce qui a été extrêmement important pour le développement des bibliothèques après à Marseille. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Apparemment, elle était d'abord située au 8 cours Estienne d'Orve. Et elle s'est déplacée ensuite rue Saint-Basile, voilà, et puis elle est devenue la librairie Paul Éluard. Effectivement, c'est assez intéressant. Beaucoup de rapports de police en parlent, notamment pour l'organisation de présentation de ces livres à Saint-Ben. Ouais. Oui, je voulais savoir s'il avait pu transmettre ses valeurs, ses idées à son fils. Voilà. Son fils, on a peu de nouvelles en fait. Alain, on le connaît bien. Valérie Oui, bien sûr, il a transmis son fils est un homme charmant et remarquable, et c'est Odette Harou qui était la sœur, enfin la sœur de cœur de Saint-Ben, qui est encore à Marseille, là, qui a presque 90 ans maintenant, qu'on connaît bien, qui a un petit peu élevé Alain, dit que c'est un seigneur. Mais il est ingénieur. Je ne sais pas si c'est mais, excusez-moi du mais. C'est un ingénieur c'est un seigneur et un ingénieur. Donc il n'est pas du tout dans la création artistique, mais depuis quelques années, c'est lui qui essaye de faire rayonner, et c'est lui l'héritier. Et il est vraiment, il est avec nous, hein, il fait partie de notre collectif, et il est très présent, et il redécouvre l'œuvre de son père, parce qu'il c'était pas son domaine. Voilà, donc il est très très présent, et c'est lui qui donne toutes les autorisations pour faire connaître son œuvre. Il est toujours là, il est à Marseille chez Odette, donc il est très présent. Mais il n'est pas dans la création artistique. Il faut dire que Saint-Ben était un personnage assez intransigeant, qui travaillait beaucoup et qui laissait peu de place à la tendresse dans ses relations. Il était assez solitaire. Et donc c'est vrai que Alain Saint-Ben a mis du temps à comprendre et à accepter ce légat. Et aujourd'hui, je pense qu'il en parle très bien, mais il y a eu une distanciation, en tout cas, avec cette œuvre. Ouais. Il est né à Marseille. Le fils de Saint-Ben est né à Marseille d'une femme française, blanche. Et en fait, il est resté en France, à Marseille, jusqu'à 8 ans. Et Saint-Ben, à 8 ans, est venu le chercher pour l'emmener avec lui au Sénégal. Donc il est à Dakar. Donc voilà, c'est son histoire. Il en a parlé au mois de mai à la compagnie, donc il en parle maintenant de manière beaucoup plus ouverte. Donc c'était à la fois une découverte de son père, un traumatisme, et voilà. Donc il y a des côtés positifs et négatifs. Mais c'est vrai que pour l'histoire familiale, il nous l'a dit au mois de mai, là, quand on a fait une conférence avec lui, son père ne vivait que pour son art. Donc les femmes l'ont quitté, ces femmes l'ont quitté, et ses enfants ont eu un petit peu de mal aussi, parce qu'en fait, il n'était préoccupé que par cela. Mais il a toujours été présent, il s'est toujours occupé de ses enfants, voilà, au moins financièrement. Donc voilà, c'est être enfant d'artiste, c'est aussi très difficile parfois, parce que voilà. Donc voilà. Donc, mais Alain participe à la connaissance de son art, et c'est très important. Alors, je pense... Je me mets assis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, je peux dire, je complète. Je pense que le petit garçon qui était venu, c'était Alain. Oui, sûrement. Et que la dame dont vous venez de parler, c'était la nurse. Je vous sa maman. Rencontré. Voilà. C'était pas possible. ça. Non, c'est pas sa maman. Non. Bonjour Tom. Bon, je vous parais très jeune, mais j'ai 81 ans. Et j'ai eu le privilège de connaître Ousmane Sembène à Marseille. Quand tu parles de la rue d'Aix, la rue de Petite-Marie, la rue dominicaine, la blanchisserie de Madame Marie, au 22 rue de Petite-Marie,
je suis installé là depuis 1972. Et j'ai eu le privilège d'avoir Ousmane Sembène 2 fois chez moi. Et j'ai eu le privilège d'aller chez lui à Yoff, à Nofly, sa maison. Et d'autre part, là où il était installé à Dakar. Et chaque fois que on revenait avec ma femme, il me donnait un seau de crevettes que j'ai amené pour son fils qui était comment on appelle? Dites-moi le quartier, le Marseillais, au Coquin de Sort, au Canet. Voilà, donc j'ai eu ce privilège. Le Babou Senghor dont vous parlez, tout à l'heure vous lisez dans le Docker noir, quand il cite les ethnies sénégalais. Dommage que vous n'avez pas, parce que Babou Senghor, c'est le neveu, mais le vrai neveu de Léopold Sédar Senghor. Ah bon? D'accord? Et que Babou Senghor, je le connais très bien. Et toute sa famille. Même Léopold, quand il venait à Marseille, il y avait toujours Babou Senghor. Et c'est Léopold Sédar Senghor qui a inauguré le Centre Bourse avec Jean-Pierre Foucault. Vous avez bouché en coin, hein? Ah, là, oui. Là, vous venez donc, de... Quand vous parlez des bars qu'il y a là, la crèmerie de Madame Moka, ça a été la dernière personne qui l'a tenue, c'était un soninké en Sarahoulé. Dans ce quartier Belzance, je suis arrivé à Marseille en 1956. Donc, j'avais 16 ans. Et si vous voulez, tout ce noir, la rue de, comment s'appelle cette rue? La rue des Baignoires, la rue Dominicaine, tout ça, le fameux bar que vous parlez, les Réunions, c'était juste là derrière. Et il y avait un cinéma qui était à côté. Voilà. Et donc, je connais, enfin, même, j'ouvre une parenthèse, indépendamment de M. Sembène, Léopold Sédar Senghor et son frère, ils ont habité, quand ils étaient étudiants, au 47 rue Dominicaine. Et ils faisaient la plonge. Il y a des anciens Marseillaises ou Marseillais. Le café Noailles qui est juste là où ils ont fait le... Voilà, c'est un... Bon, je m'arrêterai là parce que je... Mais vous restez un petit peu, hein, vous ne partez pas. Hein. Ah non, moi, je vous retiens. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a cherché beaucoup de témoignages et ben, moi, je serais ravi que vous parliez... Effectivement, Armando m'avait parlé de vous. Armando m'avait parlé de vous. Bonsoir. Là. Je vais peut-être me lever. Bonsoir Tom. Bonsoir. Moi j'avais une question concernant Sambé que je découvre. Pourtant je suis sénégalaise. Je connais la famille Senghor et je découvre cette partie de Marseille que je ne connaissais pas. Donc je salue Tom au passage qui connaît très bien ma famille. Parce que s'il connaissait les anciens, j'étais une petite fille moi devant Tom il y a très longtemps. Moi ma question c'est si la pensée de Dembé à l'époque était, si on peut la comparer à son époque comme une pensée, je vais dire anachronique, qui au jour d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui elle est actuelle, comme le disait si bien Madame, s'il avait des héritiers aujourd'hui dans les écrivains, quels seraient-ils? Et je ne parle pas d'écrivains, je ne vais pas parler sénégalais ou autres. Je parle véritablement, d'après vous qui avez fait des recherches depuis 2 ans, qui pourrait prétendre à la relève de ces pensées aujourd'hui, qui sont actuelles? C'est une très bonne question, merci beaucoup. Alors, il y a peut-être que dans cette recherche un petit peu fondamentale de la vérité
et ce pas de côté. On pourrait citer Bougarsar, évidemment. Il y a à Marseille un écrivain guinéen, et donc je citais tout à l'heure Mackay, qui avait été docker sur le port, enfin ouvrier sur le port dans les années 30, puis Samben qui l'avait été dans les années 50. Il y a un écrivain guinéen et marseillais qui s'appelle Libar Fofana, peut-être que vous le connaissez, et qui a lui aussi travaillé sur le port. Voilà, donc je peux évidemment le citer. Alors Libar a maintenant peut-être 70 ans. Malheureusement, moi, je suis pas trop spécialiste de la littérature africaine contemporaine. Toi, Valérie, est-ce que tu as... Peut-être au niveau du cinéma aussi. Alors, oui, il y a à la fois le cinéma et la littérature, donc c'est un peu deux choses différentes. Alors je vais répondre en fait tous. Tous les écrivains sont les héritiers de Samben. Je crois que en fait, il a écrit que de la fiction. C'était plutôt réaliste. Il s'est inspiré de la littérature orale, des conteurs, et je pense que ce serait difficile. Est-ce que vous pourriez me dire qui sont les héritiers français de Camus, de Sartre? Ce serait très difficile. Je pense que il leur a donné... Enfin, voilà, mon avis, c'est qu'il a donné aux Sénégalais et aux Africains, dans ces années 60, il a montré un chemin, il a ouvert une voie et la possibilité d'être un artiste et de vivre comme artiste. Et je pense que c'est là où ils sont tous héritiers, donc c'est possible. On peut le faire et on peut se révolter, on peut parler, on peut dénoncer, on peut critiquer. Et voilà. Et après, chacun va trouver son style, sa forme d'écriture. Donc je dirais pas qu'il y a un héritier, mais tous. Ça, c'est dans la littérature. Et il y a de très grands écrivains maintenant africains qu'on connaît un peu moins bien en France. Il y a eu le prix Goncourt, quand même, de Sartre cette année, qui était très, très important et qui est très controversé au Sénégal. Hein. Est-ce qu'on peut le comparer à Samben aussi? Je ne sais pas, mais il est controversé parce qu'en fait, il dit des choses et qui dérangent. Alors, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il dérange. Et au cinéma, il est quand même considéré comme le père du cinéma africain. Hein. Il a signé l'aîné des anciens, donc c'est le papa. Et donc, il a vraiment ouvert la porte aux cinéastes africains pour faire du cinéma. Il a monté le festival à Ouagadougou. Il s'est vraiment très, très, très investi. Donc voilà, je dirais qu'on est tous héritiers de nos ancêtres, quels qu'ils soient. Donc voilà, bon, c'est ma réponse, mais ils se disent tous héritiers de Samben, de voulant le dépasser sans doute, mais voilà, donc c'est plus voilà, cette dimension d'écrivain qui était nouvelle en 1960 en Afrique. Et voilà. Bon, je sais que je n'ai pas vraiment répondu directement, mais je pense que tous les écrivains ou les cinéastes, qu'ils soient africains, américains, russes, du monde entier, connaissent Samben parce qu'il fait partie des grands artistes. Et il me semble, c'est toi qui me l'as dit cet été, mais je ne suis pas sûre, mais je crois que La Noire 2 a été sélectionné cet été comme un des plus grands films du siècle. Je ne sais plus où je l'ai lu. Donc voilà, donc c'est en ça qu'il peut inspirer tout le monde d'oser, je dirais, d'oser être un artiste, ce qui n'est pas facile. J'ai vécu 15 ans au Congo et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit monsieur le consul sur les rapports entre la France et l'Afrique, parce que c'est en train de se dégrader à cause de gens qui ne pensent pas de cette manière-là. J'ai lu Les bouts de bois de Dieu dans un pays où il y avait le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, et où ils avaient aussi beaucoup de grèves et beaucoup de problèmes, bien qu'étant une république populaire à l'époque où j'y étais. Donc l'Afrique, elle est partout pareille et elle laisse une grande chape sur la tête des gens qui y ont vécu. Moi, j'y ai vécu 15 ans et je suis très marqué par l'Afrique. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, ce qui est intéressant, vous citez Les bouts de bois de Dieu, c'est qu'à partir de ce livre, Samben va laisser ce qu'on appelle une littérature du refus. Ses deux premiers héros
Diofala et le héros de Au pays mon beau peuple sont des personnages qui refusent le joug d'imposition, mais qui se résignent. Alors que dans Les bouts de bois de Dieu, on va passer à un autre pan de sa littérature, c'est la littérature de la révolte. C'est quelqu'un qui va s'opposer de manière positive à l'imposition. Donc il va mettre notamment en scène cette première grève générale des cheminots qui aboutit sur une victoire, quand même, il faut le dire, voilà, sur une augmentation de leur salaire. C'est la même chose pour Moladé, c'est la même chose pour tant de livres et de films qu'il a signés après. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant aussi chez Sambène, c'est un petit peu cet espoir qu'il distille dans toutes ses œuvres. Chantal me montre le chrono. Je voulais aussi préciser que voilà, pour les œuvres de Sambène, le Docker noir se passe à Marseille, une partie, bon, mais après, lorsqu'il et toutes ces œuvres suivantes ne se passent plus en France. Hein, elles se passent en Afrique. Et c'est ça aussi qui est très important chez Sambène, même jusqu'en 57-58, ces deux troisièmes romans, hein, Au pays mon beau peuple, L'Harmattan et Les bouts de bois de Dieu, se passent en Afrique. Donc c'est vraiment, il écrit en français parce qu'il fallait écrire en français à cette époque-là. C'était comme ça qu'il pouvait avoir un public. Mais aussi c'est que ce retour en Afrique, même avant de quitter Marseille, et là dans ses œuvres, il veut parler de l'Afrique, hein, en tant qu'Africain et pour les Africains. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que après la colonisation n'est plus ce rapport dans le Docker noir qui est vraiment une confrontation, mais après c'est en Afrique et c'est les Africains qui doivent faire face à leur futur, à leur vie, à cette nouvelle société, contre les archaïsmes, contre les traditions, et entrer dans la modernité, ce que cela pose comme problème. Et c'est un grand féministe. Voilà, on ne l'a pas trop dit, mais ces femmes, ces personnages féminins, ce sont les héroïnes de ces romans. Et voilà, donc là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais c'est vraiment, voilà, c'est très, très important. C'est un peu anachronique, féministe à cette époque-là, mais vraiment, tous ces romans, les femmes sont très fortes, et l'avenir, comme dirait... voilà, l'avenir de l'homme ou l'avenir des pays, mais voilà, c'est très très important, et en ça il était novateur, c'est pour ça que c'est important. Pardon.